7jours.fr. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Tiens, les grandes gueules qui saluent deux Français en vadrouille du côté du Kenya et qui nous écoutent en ce moment sur Internet. Donc un bonjour de la part des GG à Samy et à Tim, de fidèles auditeurs des grandes gueules. Aujourd'hui, dans les GG, nous sommes avec Joël Dagosseri, qui est coach de vie, le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste en Haute-Garonne, l'avocat Gilles-William Goldnadel qui est avec nous, et c'est l'heure du grand oral. RMC, Le grand oral des grandes gueules. Grand oral des GG avec le maire de Cannes, le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard. Bonjour monsieur le maire et bon anniversaire. Merci. Vous avez compris la stratégie d'Emmanuel Macron, éviter à tout prix un reconfinement, faire le pari du couvre-feu et faire le pari que les Français continuent de respecter les gestes barrières? Alors, d'une part, je comprends qu'il essaie d'éviter le confinement, compte tenu des effets particulièrement désastreux sur la psychologie, sur l'économie, sur les interactions humaines. Mais je ne le comprendrais pas si on avait un confinement déjà programmé dans 15 jours, quand la variante britannique, ce que certaines modélisations annoncent, beaucoup de modélisations, sera dominante avec une forte contagiosité. Le problème, c'est que vous avez utilisé le mot stratégie. Ensuite, vous avez dit couvre-feu. Ensuite, vous avez dit confiance aux Français, si je résume ce que vous venez d'énoncer. La stratégie, je ne la connais toujours pas. Ou alors il y a eu un changement de stratégie, puisque jusqu'à maintenant, on fermait lorsqu'il y avait des indicateurs qui venaient négatifs. Deuxièmement, le couvre-feu, à mon sens, est une mauvaise proposition. Le couvre-feu a du sens sanitaire, je ne parle même pas d'un point de vue économique, lorsqu'il s'inscrit dans une absence de règles. C'est-à-dire que tout d'un coup, on décide de faire fermer des restaurants, des cafés à telle heure, et des commerces. À partir du moment où les restaurants, les cafés sont fermés, et où on était déjà dans l'interdiction de se déplacer après 20 heures, le passer à 18 heures n'a fait que concentrer les populations sur une période plus courte, donc d'accentuer les interactions humaines dans les établissements ouverts. Et d'ailleurs, je crois que c'est le CHU de Toulouse de mémoire qui a confirmé ce que l'on pressentait d'un point de vue purement rationnel. Troisième élément, moi je crois à la confiance et au civisme. Mais pour qu'il y ait confiance et civisme, c'est dans les deux sens. Il faut qu'il y ait une bonne information, une bonne responsabilisation. Le problème, c'est que si Emmanuel Macron avait décidé de confiner maintenant, un vrai confinement, tel qu'au mois de mars ou un peu plus sévère qu'au mois de novembre, on aurait été face à l'absence de politique sanitaire. C'est-à-dire le confinement n'a de sens que s'il permet de combattre la maladie, d'arrêter les interactions humaines et d'avoir une vraie politique de vaccination, un vrai backtracking pour retrouver notamment les hypercontaminateurs et les isoler, et donc sortir de cette phase d'épidémie. Autrement, si c'est simplement reconfiner pour flinguer l'économie, mettre tout le monde en dépression et repartir sur une augmentation de la maladie quelques semaines après, ça n'a pas de sens. Donc on paye l'absence de stratégie. La vaccination, on dépend des labos et des livraisons. On n'est pas maître dans le calendrier de la vaccination. D'abord, j'essaie de ne pas être, même si je suis un des 66 millions de Français, d'être un procureur. Donc j'ai bien conscience de toutes les difficultés qu'il faut affronter. Tout décideur, tout décisionnaire, tout chef d'entreprise, toute personne qui prend des décisions sait que c'est dur de diriger. Donc être président de la République, c'est difficile. Le deuxième élément, d'autres pays, tous les pays ont la contrainte des labos. Et pourtant, ce que l'on constate, ce qui pose là aussi une double question, c'est que l'Europe est à la remorque du monde qui se fait vacciner et que la France est à la remorque de l'Europe. Ce que je dis, c'est purement factuel, c'est quantitatif. Si on regarde le nombre de vaccinations par habitant, sans même se comparer à des pays comme Israël qui sont très performants ou les États-Unis qui vont très vite aussi, la Grande-Bretagne, qui est une grande démocratie européenne, même si elle n'est plus dans l'Union européenne, est très performante, a fait des choix forts. Et au sein de l'Union européenne, qui est véritablement mal placée, la France par habitant et derrière tout le monde. Donc il y a un sujet français, il y a un sujet français, il y a un sujet européen. Où est la défaillance? Puisque vous avez dénoncé une défaillance administrative et politique. La défaillance, d'abord, elle est profonde, elle est le fruit de nombreuses années de perte de capacité décisionnelle. C'est un débat extrêmement complexe et long, mais on peut y répondre. Mais il y a une double défaillance. Il y a une défaillance gouvernementale dans l'exécutif,
puisque la France est moins bonne que les autres pays de l'Union européenne, évidemment. Et puis il y a une défaillance dans notre structure administrative qui est extrêmement conformiste, extrêmement lourde et oublie les finalités des choses. Si nous sommes en guerre, pour reprendre le vocable du président de la République, il faut gagner la guerre. Et gagner la guerre, c'est par définition de l'exceptionnel. La politique, d'ailleurs, c'est par définition la gestion de l'exceptionnel. C'est pas que la cité au jour le jour. Et donc, dans ce cas-là, il fallait voir comment s'approvisionner, comme ont su le faire d'autres pays, dont la Grande-Bretagne. Donc, on a un double problème. On a un problème à la tête de l'exécutif, un exécutif de gens compétents, honnêtes, la question n'est pas là, mais qui ne sont pas décisionnaires, qui ne savent pas gérer une communauté humaine avec performance, avec efficience. Et deuxièmement, on a une structure administrative, dont je pourrais vous multiplier les exemples, très lourde, qui oublie la finalité des choses, et avec une multitude de parapluies, de gens qui se protègent, etc. Oui, mais sur l'Europe, parce que si on n'avait pas acheté en commun, on aurait acheté plus cher. On aurait été en concurrence les uns des autres. Alors peut-être que l'Allemagne et la France seraient sortis vainqueurs de ce match au sein de l'Europe, puisqu'on a plus d'argent. Mais ça veut dire que d'autres pays européens auraient été laissés de côté. C'est pas l'idéal européen. L'idéal européen, c'est d'essayer d'avancer ensemble. D'abord, moi, mon idéal, c'est un idéal français. C'est celui de faire gagner la France et de protéger les Français. Il concerne tout le monde. Deuxièmement, il concerne tout le monde. Deuxièmement, et ce que je vous dis est purement factuel, l'Europe est moins performante que le reste des pays qui sont vaccinés. Troisièmement, je pense qu'il ne faut pas confondre le commun et l'unique. Donc, qu'il y ait une politique européenne commune, moi j'y suis favorable. Je pense que l'échelle continentale apporte un plus dans beaucoup de domaines. En revanche, c'était le socle. C'est-à-dire que l'Europe, on aurait dû appliquer la subsidiarité. L'Europe aurait dû veiller à une sorte d'universalité sur son continent, mais que chaque pays ne refuse lui-même à acheter des vaccins, en plus du socle européen, c'est là la grande erreur. Donc la France devrait acheter elle-même ses vaccins. Mais vous savez, un jour de confinement, un confinement dur, c'est 1,5 milliard par jour de coût. Un confinement, j'allais dire mou, type novembre, c'est 1 milliard par jour. Est-ce qu'il ne fallait pas, parce que l'erreur stratégique de l'Europe, et de la France donc, a été de dire on veut négocier le prix des vaccins, on ne veut pas acheter les Moderna qui sont les plus performants parce qu'ils étaient plus chers, etc. Mais c'est une erreur fondamentale. Quand on calcule le coût, comme disent les économistes, des externalités négatives de la maladie, ce que ça coûte pour l'économie, indépendamment même de la santé. Il vaut mieux mettre 500 millions par jour pour acheter des vaccins en plus qu'1 milliard par jour pour un confinement, pour indemniser le non-droit de travailler. Donc c'est purement rationnel. Et là-dessus, ça renvoie aussi aux erreurs fondamentales stratégiques de la France depuis longtemps, accentuées ces dernières années. Lorsque vous voyez qu'une entreprise de la région nantaise a produit un vaccin, mais qu'on n'a pas su la financer. Et donc cette entreprise va vendre ses millions de vaccins à la Grande-Bretagne qui a su la financer. Quand on regarde la recherche publique en France, elle est 50% inférieure à la recherche publique en Allemagne. Donc je suis au sein de la zone euro, vous voyez, je ne compare pas avec d'autres pays. On a fait de mauvaises économies. Oui, mais pourquoi ? Parce que là aussi, je pense que quand vous gérez une entreprise, vous savez comprimer vos charges et faire des économies. Mais vous savez que faire des économies n'est pas une finalité, c'est un moyen. Des dépenses productives, vous les faites. C'est comme si pour bien gérer un magasin, je refusais d'avoir du stock parce que c'est une dépense, c'est absurde. Et c'est là le mauvais côté technocratique qui croit faire de la rigueur économique, mais qui en fait est totalement éloigné des réalités des objectifs. Jérôme Marty. Cette crise met en exergue tous les défauts de notre système, que ce soit d'ailleurs notre système administratif comme notre système sanitaire. Ça fait des années et des années qu'on regarde la santé sous l'angle seul du coût et pas de ce que cela rapporte. Ça fait des années qu'on nous resserre à volonté le mot efficience. Il faut être efficient. L'efficience, c'est faire mieux avec moins. Mais on en arrive à ces extrémités-là, on veut acheter un vaccin moins cher, on est servi en dernier, on a une lourdeur administrative, une verticalité qui a perdu tout sens du terrain, tout sens des territoires, et on est incapable d'organiser les choses. Et le problématique, c'est ça, c'est comment on va retrouver ce sens du terrain, comment on va arriver à comprendre grâce au maire. Non, mais comment on va arriver à comprendre? Mais grâce au maire, David Lisnard l'a montré amplement. Il a parfaitement compris le mécanisme de cette maladie depuis le début. C'est quand même la seule personne, je crois, la seule autorité politique qui nous parle de backward tracing. Je veux dire, quand on dit ça aux politiques, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Le backward tracing, en 2 mots, très rapide, c'est plutôt que quand quelqu'un est
positif quand il est contaminé, plutôt qu'aller voir quels sont les gens, quels sont les cas contacts, on va regarder qui l'a contaminé. Parce que 10 à 20% des gens contaminent 80 à 90%. Oui. Il faut écarter les super spreaders, les super contamineurs. Si on ne fait pas ça, on ne s'en sort pas. Et si on ne va pas chercher le virus là où il est, les lieux de contamination, et qu'on ne tape pas là, on n'y arrive pas. Juste, docteur, quand vous disiez l'efficience, on sait faire moins, faire mieux avec moins. Mais le problème, c'est qu'on a fait moins bien avec plus. C'est ça. Parce que c'est même pas de l'efficience financière. Si au moins on avait protégé les contribuables. Mais la dépense publique hors Covid était de 56% de la création de richesse, c'est le record de l'OCDE. Et l'argent ne manque pas. Mais il est mal utilisé. Il est mal utilisé et il suffit là aussi de comparer le système hospitalier. Les dépenses de santé en France doivent représenter à peu près, mais je parle sous votre contrôle, entre 10 et 11% du PIB, ce qui nous fait, mais ce qui est normal. Il faut dépenser pour sa santé. On est plutôt bien placé par rapport à beaucoup de pays. On est plutôt élevé. L'hôpital aujourd'hui en France ne manque pas de moyens en valeur absolue, mais ceux qui y travaillent manquent de moyens. Les gens sont mal payés très souvent dans les hôpitaux et on manque, enfin on l'a vu, il faut quand même, c'est pas pour être là aussi dénoncé ou être procureur, c'est pour analyser nos faiblesses et pour en ressortir plus fort. Parce que vous avez raison, la crise, le Covid révèle beaucoup de nos faiblesses, y compris des faiblesses anthropologiques, le rapport à la mort, le rapport aux anciens, etc. Mais pour venir, comment se fait-il que l'hôpital français ait 30% de frais administratifs de plus que l'hôpital allemand? Et l'hôpital allemand, il est bien administré. Donc ce sont ces choses-là qu'il faut qu'on regarde enfin dans les yeux en France et qu'on retrouve le sens. Vous croyez vraiment on va tirer les leçons? Oui, moi j'y crois, on passera pas à autre chose. Parce que la France est un grand pays qui a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de savoir-faire et il faut retrouver le sens du temps long, retrouver un cap, une vision dans le temps long. Et on a oublié le temps long. On ne gère que dans l'émotion et retrouver le sens du temps court, c'est-à-dire l'agilité dans les circonstances. Or aujourd'hui, on est rigide dans le temps court et on n'est pas structuré dans le temps long. J'en accepte volontiers l'augure, David. D'abord, il n'y a pas de honte à être procureur quand il y a un scandale. Et dans la forme, tu as été modéré, mais procureur sur le scandale de la vaccination à l'intérieur de l'Europe et à l'intérieur de l'Europe, celui de la France, je crois qu'il fallait le dire parce que je trouve que les Français, loin d'être des procureurs, sont très patients. Mais je pense qu'il y a quand même aussi un handicap idéologique très important en France et on est passé très vite sur une de mes marottes, c'est le scandale des frontières. Et je trouve qu'on est passé très vite. On a mis 1 an pour découvrir les vertus prophylactiques de la frontière. Est-ce que, par exemple, on n'aurait pas pu être plus prompt pour se protéger de la Grande-Bretagne? Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Non, mais c'est tout à fait juste. Là aussi, on pourrait reprendre les déclarations en nous disant c'est une absurdité scientifique que de fermer les frontières d'Olivier Véran, et puis ensuite qui les ferme. Et ce qui était très paradoxal d'ailleurs, et c'est vrai que c'est idéologique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de difficulté à faire fermer des librairies ou des commerces, alors qu'on aurait dû faire contrôler rigoureusement les protocoles sanitaires. Mais que paradoxalement, donc est une frontière, on fermait la frontière du magasin, on empêchait les gens de travailler. En revanche, fermer la frontière avec l'Italie ou avec la Grande-Bretagne ou avec apparaissait comme une sorte d'approche idéologique, nationaliste. Parce que pour Emmanuel Macron, la frontière aujourd'hui, c'est la frontière européenne. Il n'y a plus de frontières entre les pays au sein de l'Union européenne. Mais si, parce que là aussi, la souveraineté, c'est l'autorité suprême. Et la souveraineté, elle est là où doit s'exprimer la volonté populaire. Donc elle est nationale. Forcément, dans le système actuel, ce qui n'empêche pas de construire des coopérations européennes. Et je suis très attaché aux grandes coopérations européennes. Joël Dagosseri. Oui, moi, je vais sortir un petit peu du Covid, vous m'en voudrez pas. Avec plaisir. Et je vais vous poser une question directe. Allez-vous être candidat à la présidentielle? Oula, mais non, mais je mise sur vous, c'est pour ça, et je voudrais savoir si je vais parier. Je crains si vous misez sur moi, je crains de vous décevoir, mais vous savez pourquoi il n'y a pas d'hypocrisie dans la réponse, il n'y a pas de coquetterie. C'est parce que j'ai compris un truc dans le système médiatique, c'est que si vous dites que ça ne vous intéresse pas, on ne vous écoute plus. Et si vous dites que vous êtes candidat à quelque chose, on ne vous écoute plus non plus, parce qu'on se dit il est dans une stratégie individuelle et personnelle. Donc c'est un peu ludique de ma part, mais depuis quelques semaines, il y a une sorte d'intérêt médiatique qui reste, 99% des Français ne me connaissent pas, mais qui me permet de faire valoir mes convictions. Moi, je suis un passionné de politique, de choses publiques. J'ai eu la chance, de travailler dans le privé, d'avoir petites affaires à moi, mais aussi d'avoir une expérience publique. J'ai eu des commerces jusqu'en novembre 2016. J'ai été dirigeant d'entreprise et parallèlement, j'étais passionné de choses publiques et de politique et de gérer une ville qui est très paradoxale, qui a un taux de pauvreté très élevé, qui est une ville très exposée, qui est Cannes, et qui
qui est une ville merveilleuse. Donc, mais pardon, quand vous dites il faut tirer des leçons, il y a une échéance présidentielle, hein, c'est pas une invention médiatique, dans un peu plus d'1 an. La droite doit se trouver un candidat. On parle de primaire, c'est en tout cas dans les statuts des Républicains. Vous êtes républicain, vous avez envie de faire part de vos idées. C'est pas ce que vous dit Joël n'est pas complètement. Non, mais d'ailleurs, moi, est-ce que ça vous intéresserait on m'a déjà posé la question et comme je réponds pas clairement, on me la reposera. Donc j'en joue un peu aussi. Mais est-ce que vous allez participer à des primaires? C'est pas de l'immaturité, mais ça non. Vous intéresser non, mais je ne vous répondrai pas là-dessus aujourd'hui. Je voudrais vraiment parce que Éric Ciotti a répondu pour vous. Il a dit il faudrait d'abord qu'il soit candidat. Je n'ai pas l'impression qu'il soit candidat. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Ben voilà, il a très bien répondu. Vous n'êtes pas candidat. Et Donc non, vous en n'êtes pas revanche, candidat. ce que j'essaie, c'est d'exprimer mes convictions, de les faire valoir, et on me donne des tribunes comme aujourd'hui, je vous en sais gré. Deuxièmement, d'agréger des personnes de qualité et bien, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes bien, de la société civile, des élus, des parlementaires, des gens pas forcément médiatisés. Et troisièmement, de construire quelque chose de programmatique, de crédible, parce que il faut poser une vision, mais le plus important, c'est d'être crédible dans la capacité à faire, c'est dans le comment. Et aujourd'hui, l'enjeu, mais y compris l'enjeu dans la crise Covid, c'est de ramener à la démocratie. Il faut démontrer que la démocratie, qui est le pire des systèmes après tous les autres, c'est pas moi, c'est Churchill, vous connaissez tout ça, est efficace. Donc, il faut réformer l'appareil d'État, parce que l'appareil d'État aujourd'hui n'est plus efficace. D'accord, mais je pose la question différemment. Est-ce que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron reste au pouvoir 50 plus, ou vous pensez qu'il est temps pour le pays? Je pense qu'il faut changer l'exécutif. Il faut changer l'exécutif. Il faut changer l'exécutif et il faut éviter les aventures démagogiques, donc il faut qu'émergent de nouvelles offres. Vous avez peur du vous savez, la peur, ou d'un candidat qui surgirait nulle part? La seule peur que je puisse avoir, c'est que mes enfants vivent dans un pays qui continue d'être gangréné par la violence, par le déclassement. Vous vous rendez compte, je crois qu'on avait le 6e PIB par habitant il y a 30 ans. Richesse par habitant doit être au 23e rang. Alors qu'on a un pays créatif, on a de magnifiques paysages qu'il faut protéger. On est une grande nation. Donc, moi, on décline oui, je pense qu'on décline, oui, mais qu'on peut rebondir. Oui. Mais vous soutiendrez Xavier Bertrand, alors, puisqu'il est déjà déclaré. Je vous répète que là, c'est celui qui est déclaré dans votre famille. Mais t'as compris qu'il ne veut pas tuer le désir. Je veux affirmer mes convictions sans qu'elles soient déformées au prisme des ambitions, soit des miennes, soit celles des autres. Comment organiser tout ça, puisque vous dites qu'il faut une alternative à Emmanuel Macron? Croyez-moi qu'on s'organise, on y travaille. Vous l'organisez chez les Républicains? Parce qu'on a du mal à suivre. Moi, j'écris, je vois du monde, et je prendrai d'autres initiatives dans les prochaines semaines. La droite, c'est-à-dire des initiatives épistolaires, des initiatives humaines, au sein des Républicains certainement. Vous allez lancer un mouvement? Non, c'est pas forcément cela, c'est de faire valoir des idées, des convictions. Aujourd'hui, l'agora a complètement changé. C'est-à-dire que les rythmes politiques ont changé et l'agora a totalement changé. Quand on voit l'importance des médias chauds comme vous en permanence, quand on voit l'importance des réseaux sociaux, où il y a parfois le meilleur et souvent le pire. Donc, c'est d'être très présent, c'est d'être très organisé dans ces domaines-là. J'ai du mal à croire à ça, parce que, pardon, Joël, mais les Républicains sont en partie au pouvoir avec Emmanuel Macron. Jean Castex vient des Républicains. Bruno Le Maire a été candidat pour la présidentielle chez les Républicains. Avant, on avait Édouard Philippe, Gérald Darmanin, etc. Une partie des députés viennent des Républicains. Donc, j'ai du mal à suivre la promesse qu'un candidat de droite réformerait l'État enfin, réglerait le problème du déclin, alors qu'une partie de vos amis sont au pouvoir. Alors, d'une part, je ne confonds pas l'amitié et la politique. Ça peut arriver, mais c'est pas la même chose. L'amitié en politique, c'est comme sur Facebook. Il faut relativiser. Le deuxième élément, je connais personne membre des Républicains au pouvoir aujourd'hui. Personne. Voilà. Vous pouvez me dire des noms. Oui. Donc, Jean Castex, il a quitté une semaine avant d'aller. On aurait pu imaginer qu'il reste et que les Républicains soient une sorte de supplétif. Oui. C'est pas le cas. Troisièmement, ce qui compte, c'est la France. C'est l'avenir du pays. Et pour l'avenir du pays, il faut des formations politiques qui proposent des projets alternatifs crédibles. Et une formation politique, appelez-la comme vous voulez, qui soit dans un héritage de pensée des démocrates chrétiens, des gaullistes, bonapartistes et des libéraux, pour moi, a quelque chose à dire. Une fois au pouvoir, qu'est-ce qui me dit que vous ne ferez pas comme Jean Castex? Moi, vous savez, c'est un très commun d'ailleurs qu'on retrouve tout le temps, c'est le fatalisme. Qu'on retrouve d'ailleurs souvent à droite. Genre, je ne sais pas si vous êtes de droite ou de gauche, mais qu'on retrouve souvent à droite. C'est-à-dire, souvent, ils ne savent pas eux-mêmes. Non, mais c'est marrant. Quand tu relis je cite souvent le bouquin parce que je l'ai relu cet été, L'étrange défaite de Marc Bloch, donc qui analyse à chaud, ce grand historien, la défaite en 40. Et on voit à la fois l'écroulement du commandement, comme aujourd'hui,
Deuxièmement, la société avec deux travers. Un travers, disons, on va dire, un peu naïf de gauche. C'est un peu ceux qui, face aujourd'hui aux attentats, mettent des bougies et des peluches, quoi. Et le travers de droite qui est assez lucide au départ et qui tombe dans le fatalisme et pour certains dans la collaboration. Voilà. Donc, moi, je ne crois pas au fatalisme. Quand j'ai été élu maire de ma ville, on m'avait dit on ne peut pas baisser la dette, on ne peut pas réduire les frais de fonctionnement. Ça fait 7 ans qu'on diminue les frais de fonctionnement tout en donnant du sens à la mission et en réduisant la dette. On est à 60 millions d'euros d'endettement. Sur l'éducation, regardez, la France doit devenir une grande puissance éducative, doit devenir une grande puissance de recherche. On en a les moyens. Pourquoi on renonce à tout cela ? Pourquoi on renonce à donner un contenu fort de sentiment d'appartenance à la nation ? Au lieu de parler de séparatisme, on devrait déjà parler d'inclusion au vrai sens du terme, de belles valeurs. Vous croyez la loi, le projet de loi sur le séparatisme Je pense qu'il apporte des bonnes choses techniques. Par exemple, le fait de pouvoir mieux protéger des fonctionnaires qui affrontent des islamistes violents, le fait de mieux protéger les enseignants. Donc elle apporte des ajustements, y compris sur les questions qui fâchent sur l'enseignement à l'école. Il y a un problème, et le gouvernement s'y attaque, il a raison, de la déscolarisation des enfants. Alors le problème, c'est que ça fait des victimes collatérales qui n'ont rien à voir avec l'islamisme, et c'est tout le débat. Mais cette loi a des bonnes dispositions. Mais elle est tellement loin de la nécessité de rétablir, alors j'ai utilisé cette formule de Ségolène Royal récemment, un ordre juste dans la nation française, ce qui passe par l'autorité de l'État sur le régalien. Comment on peut accepter que 60% des peines ne soient pas appliquées, sur l'incapacité de bien accueillir, mais d'exclure de France ceux qui ne respectent pas les règles de l'hospitalité. Comment acceptons-nous que 95% des déboutés du droit d'asile restent sur le territoire national? Donc si on accepte ça, mais c'est plus la peine. On ne croit plus à la démocratie. Moi, je crois à la démocratie. Donc, et je crois au rebond de la France. Macron-Le Pen, ce n'est pas inéluctable. Ce n'est pas inéluctable et ce n'est pas souhaitable. Merci David Lisnard, maire de Cannes, d'être passé par les GG, par le grand oral des GG. On va saluer Laure Closier et va nous dire ce qui va se passer entre midi et 3 sur RMC Story, Laure. Salut les grandes gueules, service de réanimation.